Vous connaissez ou avez découvert le Krav Maga lors de causeries précédentes. Art martial, technique de combat rapproché, pratique de self-défense. Il a aujourd'hui de plus en plus de succès et de pratiquants dans le monde entier. En Europe, la Fédération européenne de Krav Maga enseigne cette discipline dans la tradition de son fondateur. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir les coulisses d'une grande fédération sportive, la FEKM, avec son président Steve Schmidt et d'évoquer le parcours pédagogique des instructeurs de cette discipline. Et bienvenue donc dans cette causerie du sport consacrée au Krav Maga, et nous allons donc parler de la Fédération européenne de Krav Maga et du parcours pédagogique de Monitora avec Steve Schmidt, que nous retrouvons pour une deuxième causerie, puisque vous l'avez déjà découvert lors d'une causerie où nous avons abordé la question du Krav Maga et de cette discipline en tant qu'art martial. Et aujourd'hui donc Steve Schmidt, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent avec nous pour cette causerie qui sera consacrée à la découverte de la Fédération européenne de Krav Maga. Alors vous avez une image qui est affichée à l'écran. Donc vous allez animer un stage d'hiver, puisque effectivement nous sommes dans une période plutôt hivernale à l'île de la Réunion. Vous allez animer ce stage d'hiver. Pour quelles raisons aujourd'hui la Fédération anime des stages à la Réunion ? Alors donc le Krav Maga est implanté depuis longtemps à La Réunion, mais depuis quelques années, on a de plus en plus de pratiquants. Et faire l'effort du voyage pour aller en métropole, pour passer des grades ou suivre des stages internationaux, donc c'est un coût financier qui est assez élevé. Donc c'est pour ça qu'on a décidé, vu l'accroissement et l'engouement pour la discipline ici sur l'île, on a décidé l'année dernière, on a fait le premier stage d'hiver de La Réunion. Et cette année, on met en place également la formation au diplôme d'instructeur fédéral, aussi directement sur l'île. Ce qui explique effectivement la thématique de cette causerie. Donc un stage fédéral avec suivi du cursus, de la formation pour les futurs initiateurs ou instructeurs, mais nous reviendrons sur ce sujet au cours de cette causerie. Alors Steve Schmidt, nous allons revoir un petit peu votre parcours en tant que président. Vous êtes le plus haut gradé de la fédération actuellement. Il y a donc Richard Douyeb qui est le consultant national ou européen sur le sujet, qui est le fondateur de la fédération. Nous y reviendrons également. Est-ce que vous pourriez nous rappeler votre parcours ? Alors moi, j'ai découvert le Krav Maga en 1995. Je venais d'autres arts martiaux et de sports de combat, et avec un stage de Richard Douyeb dans ma région. Et ça a tout de suite matché. J'ai été passionné par la discipline et puis par la personne aussi. Et donc j'ai commencé à me former et j'ai ouvert un club vers chez moi en 1999. Je suis allé en Israël faire compléter ma formation aussi, faire un stage là-bas. Et puis voilà quoi. Et au fur et à mesure des années, je me suis impliqué de plus en plus dans la discipline. Puis j'ai commencé à travailler sur différents projets dans la fédération pour en arriver là aujourd'hui. Alors la fédération est effectivement très bien structurée. Vous proposez aux pratiquants adhérents à cette fédération tout un cursus, nous allons le voir, mais on parle de lignée finalement avec le fondateur, puisqu'on a évoqué Richard Douyeb. Donc vous avez aujourd'hui plusieurs dates et un historique du Krav Maga qui peut-être mérite d'être évoqué. Oui, en fait, donc le Krav Maga était totalement inconnu dans les années 90. Richard a ouvert le premier club à Paris en 87 ou 8, je crois. Et c'est vraiment lui qui a popularisé la discipline, qui l'a fait connaître. Ça a eu un engouement très important à partir des années 2010, ça a explosé. Et voilà, donc tout le travail qu'il a fait a permis aujourd'hui de faire en sorte que la discipline cartonne vraiment en France et en Europe. Alors on a là une image qui s'affiche. On voit qu'effectivement, quand on parle de lignée avec le fondateur, Emil Echtenfeld, qui est donc le créateur. Et on voit donc cette notion de lignée avec une des lignées qui est la lignée européenne avec Richard Douyem. Est-ce que pourriez nous parler un petit peu de la façon dont ça s'est développé dans le monde en fait ? Bien sûr. Alors le Krav Maga a été développé par Emil Echtenfeld, le fondateur du Krav, dans l'armée israélienne. Et en 1964, ça a été ouvert aux civils parce qu'avant, ça a été secret militaire.
Et Richard a commencé, lui, le Krav Maga à l'armée. Et après, il a continué dans le civil. Donc, Richard a été un élève direct pendant très longtemps de IMI, même s'il a suivi les cours aussi avec différents instructeurs comme Elia Vixar ou Raphaël Grissier également. Et il a été donc élève direct de IMI pendant très longtemps. Et IMI lui a donné la délégation pour représenter le Krav Maga en Europe dans les années 80, je crois. 80, oui, c'est ça. Et voilà ce que Richard a fait. Donc en fait, la FEKM représente le Krav Maga tel que Imi, le fondateur du Krav Maga, l'a voulu. Il y a vraiment un héritage qui est présent. Alors cet héritage, j'imagine qu'il est partagé avec les autres disciples. On voit qu'il y a des disciples qui sont partis aux États-Unis, enfin dans d'autres pays, au Brésil. Tout à fait. Donc on retrouve aujourd'hui les mêmes fondamentaux de la pratique dans ces courants. Alors depuis que le Krav Maga a été popularisé, en Europe notamment, il y a eu beaucoup de personnes qui ont surfé sur la vague un petit peu et qui se sont improvisés instructeurs de Krav Maga. Maintenant, parmi les gens qui ont été formés correctement au Krav Maga, comme l'image que vous montriez, il y en a certains qui ont continué à développer le Krav Maga, comme par exemple Kobe au Brésil, qui lui a vraiment créé une énorme fédération qui marche très très bien au Brésil, mais ce n'est pas le cas de tous. Donc parmi ces instructeurs-là, ils ont été formés correctement au Krav Maga. Je sais qu'aux États-Unis, avec Darren Levine aussi, ça continue. Et donc Richard pour l'Europe. Donc ces personnes ont été formées, oui, correctement au Krav Maga par Imi. Merci beaucoup. Donc en fait, nous allons nous centrer un petit peu maintenant sur la FEKM, qui est donc présente, hein, c'est une fédération européenne, donc très présente en Europe. Donc on voit sur cette image son déploiement au niveau de la zone européenne, donc un certain nombre de pays qui sont aujourd'hui où la fédération européenne est représentée, mais je crois que la France représente le plus gros des effectifs. Oui, c'est 80% des pratiquants en France, parce que historiquement, Richard vient de France et a développé en premier le Krav Maga en France. Donc on retrouve aussi d'autres pays comme on a un pays en Afrique, et puis le Canada aussi. Voilà, on développe dans le monde entier en fait, mais principalement bien sûr en Europe. Donc aujourd'hui, on a à peu près donc sur l'Europe combien de Alors avant Covid, on était 20 000 en Europe, 15 000 en France. On a une grosse perte comme toutes les disciplines, hein, avec le Covid. Aujourd'hui en France, on est remonté à 10 000. Voilà, ça remonte petit à petit. Puis il y a des très bons indicateurs comme les stages internationaux qui regroupent énormément de monde. Les gens reviennent là depuis une saison. Là, les gens reviennent en masse. C'est une discipline qui est de plus en plus connue, on peut le dire. Et donc, c'est vrai qu'il y a des pratiquants de nature différente. Oui. Mais on y reviendra ultérieurement. Alors, donc, c'est une organisation, une fédération. Donc, ça veut dire qu'une fédération fédère des associations qui vont porter effectivement les enseignements de cette discipline. Donc, vous êtes aujourd'hui organisé. Vous avez vraiment une organisation qui définit un certain nombre de lignes. On voit ici une image de votre organisation interne au niveau de la gouvernance de cette fédération. Alors bien sûr, une fédération, c'est une association, donc on a un bureau qui se réunit régulièrement pour acter des décisions. Moi, j'ai l'honneur d'être le président, mais je suis assisté par des personnes qui sont comme moi passionnées et très investies dans le Krav Maga. Donc on a un vice-président, on a un directeur technique européen, un directeur technique national aussi dans chaque pays. Et puis pour la France, on a des commissions aussi qui travaillent sur différents sujets. La formation, la communication, la commission médicale, etc. Et on a pour les régions, on met ça en place aussi de plus en plus, les référents régionaux. Donc ils sont mis en place, mais ils prennent de plus en plus d'importance aujourd'hui, au fur et à mesure que la fédération se développe. D'accord, donc ici à La Réunion... Voilà, ici à La Réunion, on a donc Pascal James, qui est référent technique, Isabelle James, qui est référente administrative, assistée aussi par Olivier Mondor, qui est référent administratif adjoint. D'accord. Alors revenons sur cette structure de l'organisation. On voit qu'il y a des commissions, les gradés techniques. On sait que vous attachez vraiment une attention particulière à la question du cursus, oui, de formation, donc des pratiquants. C'est-à-dire qu'un pratiquant qui rentre à la FEKM
va être pris en main, si on peut dire, et on va l'amener à travers tout un cursus pour ensuite, pourquoi pas, demain, et on y reviendra ensuite, devenir initiateur ou instructeur. Tout à fait. En fait, il y a deux axes qui nous tiennent très à cœur. C'est de transmettre une technique correcte. Donc on est très à cheval sur les examens, etc. Donc le niveau d'exigence, c'est accessible, hein, mais il faut travailler pour ça. Et la pédagogie pour les instructeurs, pour avoir des instructeurs qui soient formés correctement pédagogiquement. Parce que la discipline est très dure en soi, mais j'aime souvent rappeler ça, c'est que Imi, le fondateur du Krav Maga, c'était quelqu'un de très humain. Quand on rencontre des gens qui ont côtoyé Imi, la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est de parler de son côté justement très humain. Il était très gentil, il aimait beaucoup les gens. Et Richard aussi, c'est quelqu'un qui est très humain. Donc on a à cœur de transmettre ces valeurs qui sont très importantes pour aller avec la discipline qui est effectivement très dure. Discipline très exigeante qui permet, pour les personnes qui effectivement s'engagent dans ce cursus, de devenir enseignants. Alors c'est un peu l'objet de cette causerie. On a dit qu'on allait montrer et faire découvrir les coulisses d'une grande fédération sportive. Alors comment est-ce qu'on devient enseignant à la FEKM ? Alors il faut bien distinguer le niveau technique du pratiquant, qui est jalonné par des ceintures de couleur puis des ceintures noires, et le cursus pour devenir instructeur. On peut être enseignant sans être ceinture noire. On peut démarrer avant, on peut oui, décider de s'engager dans le cursus pour devenir enseignant avant la ceinture noire. D'ailleurs, le Krav Maga s'est développé comme ça. Au départ, Richard, quand il a diffusé le Krav Maga en Europe, lui, il était sur Paris et on avait des gens qui venaient de toute l'Europe pour se former. Donc, ils ne pouvaient pas suivre des cours régulièrement. Donc, ils venaient en stage, ils se formaient et ils revenaient dans leur région. Et donc, pour aider au développement, il avait été décidé que même quelqu'un qui est, par exemple, ceinture verte ou ceinture orange, peut commencer à enseigner le Krav Maga, parce que ça se passait comme ça même en Israël. C'est-à-dire que le gars, il est ceinture verte, il ouvre son club, il enseigne ce qu'il connaît, c'est-à-dire la ceinture jaune, la ceinture orange et la ceinture verte, parce qu'il la connaît. Et il peut évaluer ses élèves sur les ceintures précédentes, ceinture jaune et orange. Orange, c'est-à-dire toujours un grade qui est en dessous de celui que l'on a. Alors vous avez ici une image qui est une de vos productions. Alors ce sont quelques diapos, vous nous avez autorisé à utiliser quelques diapos que vous présentez lors des stages de formation au DIF, qui est le cursus de formation des enseignants. Mais ça permet de voir qu'effectivement c'est très, très structuré pour arriver au monitorat ou pour devenir initiateur. Oui, il y a deux niveaux d'enseignants. L'initiateur et le moniteur. La seule différence, c'est le grade. Le moniteur, c'est quelqu'un qui est ceinture noire. L'initiateur, il n'est pas encore ceinture noire. Donc, mais ils ont la même formation. Et en fonction du niveau de départ, par exemple, si quelqu'un veut devenir enseignant et qu'il n'est pas ceinture verte, il va devoir il aura 4 rendez-vous, 3 stages avec le stage d'hiver, pardon, et la journée de formation DIF. Quelqu'un qui est ceinture verte et plus, il n'aura que 2 rendez-vous, c'est-à-dire le stage d'hiver et la journée de formation DIF. Voilà. D'accord. Alors le cursus, c'est un cursus classique qui mène à la ceinture noire. Pour arriver à la ceinture noire, il faut combien d'années ? Il faut 6 ans minimum. Au minimum. Voilà, pour arriver à la ceinture noire. D'accord. Merci. Alors, vous avez donc dans cette fédération un code moral. Alors pourquoi faut-il un code moral ? Alors le code moral, il est venu en fait depuis qu'on est très tôt, même avec Imi, il y avait un code moral sur les valeurs du Krav Maga. On l'affiche d'ailleurs, on voit, vous avez... Oui. Parce que c'est important, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, les valeurs humaines, on ne filtre pas, hein, c'est-à-dire que tout le monde peut venir au Krav Maga en fait. On peut pas connaître la mentalité des gens sans les connaître naturellement. En revanche, on s'appuie sur le code moral. Par exemple, si on décèle un mauvais comportement, il peut être exclu du cours et de la fédération s'il ne respecte pas donc le code moral. Donc faire preuve d'honnêteté, de non-agressivité, d'humilité, etc. Donc, alors c'est vrai pour les adhérents, pour tous les adhérents, et d'autant plus pour les futurs enseignants, d'adhérer complètement à ce code moral et de le transmettre. Tout à fait, d'autant plus que les enseignants représentent le Krav Maga aux yeux des pratiquants. Donc quand on est prof, on reviendra sur le sujet, mais on a une responsabilité qui est très importante.
parce que on est scruté quand on est enseignant, et tout ce qu'on va dire, faire, pour le pratiquant, ça sera le Krav Maga. Le prof représente le Krav Maga. Il y a une dimension d'exemplarité de la part de l'enseignant. Complètement. Alors, nous allons... Alors, il y a un point où je sais que vous attachez beaucoup d'importance, on va parler des principes de combat, parce que c'est un point qui fait partie de votre règlement intérieur, et donc, il y a quand même tout un tas d'articles qui règlent le fonctionnement de la fédération, et notamment sur les principes de combat. Mm-hmm. Donc on a une petite diapo là qui vous présente, donc c'est l'article 2, principe de combat. Donc vous êtes obligé de définir les choses. En quoi le combat est-il important pour une pratique de self-défense? Parce que finalement, ce n'est pas un sport de combat. Alors, le combat est très très important parce que tout est combat en fait. Ce qu'on appelle self-défense habituellement, classiquement, c'est comment réagir lorsqu'on est en position neutre, debout, on se fait attraper le t-shirt, étrangler, etc. Mais en fait, c'est déjà du combat. Voilà. Donc, le combat, d'ailleurs, Krav, ça veut dire combat. Sans combat, il n'y a pas de Krav Maga. Donc, la pratique du combat est importante. Ce qu'on appelle spécifiquement la pratique du combat, c'est des gants de protection, ou pas forcément, parce que des fois, on travaille sans les protections, mais dans ce cas-là, on n'aura pas de contact avec les poings au visage, etc. Mais sinon, on s'habitue au contact, bien sûr, donc des gants, des protections, la coquille est obligatoire, etc. Et c'est du combat, ça va ressembler à ce qu'on voit dans les combats de sport pied-point un petit peu, sauf que nous n'avons pas de règles. On peut donner des coups de coude, taper dans les parties, donner des coups de tête, mordre si on est au sol, attraper les cheveux, etc. Donc tout ça, comme je disais tout à l'heure, comme la discipline est très dure, ça doit être encadré correctement. Donc, le Krav Maga n'est pas un sport de compétition, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à déterminer qui est meilleur que l'autre. On ne cherche pas à faire un champion, ou ça n'a aucun intérêt pour nous, par exemple, d'être le meilleur combattant du club. On ne s'entraîne pas pour ça. Ce qui est important, c'est d'être capable de réagir de la meilleure façon qui soit en cas d'agression. Et une agression, il n'y a pas forcément du combat en mode position de garde et coup, ça peut se terminer sur un premier coup, démarrage en position neutre, un coup de tête, un coup de poing et le combat est terminé, la bagarre est terminée. Mais parfois, et souvent même, ça peut aller sur du combat, où après un premier coup, on va se retrouver en position de garde, et là, il va y avoir un échange de coups. Donc cette phase-là est très importante, il faut que les gens soient habitués au contact, parce que quelqu'un qui n'est pas habitué au contact, quand il va prendre un vrai coup, il ne sera pas apte à réagir. Surpris. Il sera trop surpris, pas apte à réagir comme il faut. Donc le contact, c'est très important. C'est pour ça qu'on a des combats durs, des combats souples, énormément de combats souples, parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux, où il n'y a pas le stress de prendre un coup, donc on peut mettre en place les nouvelles techniques. Voilà, c'est propice à l'apprentissage. Et bien sûr aussi des combats durs pour les 18-40 ans, pour se tester son courage et s'habituer aussi à des contacts qui sont durs, des vrais contacts. Donc combat dur, ce qu'on appelle combat dur, c'est les coups sont lâchés, quoi. On ne retient pas les coups. Juste, la différence par rapport au sport de compétition, on demande aux pratiquants une maîtrise d'eux-mêmes. Donc ils vont lâcher les coups, sauf les coups de tête, ils vont être simulés, ils ne vont pas être donnés vraiment, évidemment, pour des raisons de sécurité. Les doigts dans les yeux aussi, on va pas... on les simule. Voilà. On va aller sur l'œil, mais on va appuyer progressivement. Ça va être... voilà. Donc on demande vraiment... C'est un exercice particulier. On demande aux gens de lâcher les chevaux et en même temps d'être dans la maîtrise d'eux-mêmes. Donc c'est très bien parce que la maîtrise de ses émotions fait partie du cursus d'apprentissage aussi. C'est ça. C'est que si on est capable, pendant l'apprentissage, de maîtriser ses émotions, on sera capable de les maîtriser dans la rue, normalement, en tous les cas avec le stress. Voilà. Et on verra que ça a son importance d'un point de vue aussi vis-à-vis de la loi. Bien sûr. Et quelqu'un qui n'est pas capable de maîtriser ses émotions, ça arrive très rarement, mais bon, ça peut arriver. Quelqu'un qui s'énerve et qui s'emporte, il est pénalisé. Quelqu'un qui est moins bon que son partenaire, son adversaire en combat, qui subit le combat, c'est-à-dire qui se fait toucher, mais qui montre du courage, il est pas pénalisé. Peu importe, les gagnants, les perdants, c'est pas ce qu'on va regarder. Par contre, la maîtrise de soi, le courage, la détermination, tout ça, on regarde.
Alors, je pense que c'était important de préciser cela. Alors, vous avez dans le cursus des examens techniques, cursus de tout pratiquant, qui sont l'obtention, et notamment pour les obtentions de ceinture noire, pour l'obtention, la délivrance de Dark Oath. Oui, c'est ça. Alors, comment est-ce que ça se passe pour ces examens-là qui vont permettre de devenir moniteur? Alors, le terme Darga, ça veut dire degré en fait. Voilà, donc au pluriel on dit Dargot. Donc les examens de ceinture noire, c'est la première Darga, c'est au bout de 6 ans. Et les examens, donc les élèves sont évalués par un jury composé de 2 personnes avec des critères techniques. Donc il y a 7 UV sur les examens de ceinture de noire. Et donc il y a différents critères comme par exemple le contrôle, l'état d'esprit, mais aussi la distance, le poids de corps, la position des mains. Voilà. On est assez exigeant. C'est réalisable, il faut travailler, mais c'est accessible à tout le monde. Alors donc évidemment l'enseignant, on voit que pour organiser des examens, il faut avoir un certain nombre de niveaux pour pouvoir organiser un examen de ceinture. Alors les devoirs, on va revenir sur le monitorat, puisqu'on a vu un peu l'histoire. Maintenant, on va revenir sur le monitorat. Le moniteur, il a un certain nombre d'obligations. À partir du moment où il va réussir, il va suivre ce cursus de fédéral, que vous appelez le DIF, Oui. et il va devenir moniteur. Oui. Et une fois qu'il est moniteur, donc il a un certain nombre de devoirs. Voilà. Tout à fait, le moniteur. Donc pour devenir moniteur, il y a une formation à suivre, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. À l'issue de cette formation, il y a un examen pratique et théorique. L'examen théorique, c'est de remplir des QCU, il y a 3 QCU à remplir sur les 3 domaines qui sont enseignés. Et l'examen pratique, c'est de réaliser un cours complet en l'espace de 10 minutes. Et donc, il est évalué sur sa posture, la façon dont il s'adresse aux élèves, et aussi sur la structure du cours, s'il a bien compris comment s'organiser le cours. Il y a un certain nombre de choses qui sont très importantes, des outils pédagogiques qu'on utilise, et on veille à ça, en fait. Donc évidemment, une fois qu'il a le monitorat, il a la responsabilité du cours. On voit là une diapo qui dit proposer des situations pédagogiques adaptées, vérifier que le matériel est bien conforme pour l'activité, mais la prévention des risques, tout ça font partie des obligations. Tout à fait. Donc comme je le disais tout à l'heure, il a un devoir aussi d'exemplarité et de veiller à la sécurité dans son cours. On a peu de rituels en Krav Maga comparé à d'autres arts martiaux. On a un salut en début de cours, en fin de cours. Donc pareil, on demande à ce que tout le monde le fasse le salut, un minimum. Et ensuite, donc, si quelqu'un déborde, c'est à l'instructeur de l'avertir. Et s'il ne comprend pas, de le renvoyer pour veiller à la sécurité de tous. On veille toujours au bien-être général. Hein. Très bien. Alors, donc, en fait, ce moniteur va devoir, donc, à un moment donné, former des pratiquants à une pratique qui peut être dangereuse si elle est mal maîtrisée, on l'a vu. Donc, vraiment, toutes ces techniques, toutes ces mises en situation permettent de préparer la personne à éventuellement se trouver dans une situation un peu critique dans laquelle elle va mobiliser des techniques qui peuvent être très dangereuses. Et donc, vous agissez pour cela dans le cadre d'une responsabilité vis-à-vis de la légitime défense. Mm-hmm. Donc ça, c'est un sujet de droit, évidemment, mais enfin, c'est un sujet auquel, effectivement, est important de le mentionner. Donc cette légitime défense, effectivement, comment est-ce que ça se passe pour un pratiquant qui se retrouve dans une situation? Alors, comment est-ce que déjà on le sensibilise à la question? Et après, là, c'est toujours difficile à apprécier la légitime défense. Très, très, très difficile. En fait, en cas d'agression, on a nos émotions à gérer. Et c'est pas forcément évident de réagir de la bonne façon lorsqu'on a nos émotions qui nous emportent. Donc c'est pour ça que dans notre pratique, en Krav Maga, on insiste beaucoup sur la lucidité et la détente et le relâchement. Donc il faut que les gens apprennent à travailler avec le moins de crispation possible. Donc on va insister beaucoup sur ça parce qu'ils auront une meilleure vitesse, ils seront plus rapides. Et en même temps, ça leur permet de garder plus leur sang-froid. Voilà. Mais en cas d'agression, il faut arriver à rester malgré les émotions dans un cadre précis de légitime défense, c'est-à-dire ne pas s'emporter, réagir de façon proportionnée. Donc pour résumer, en gros, quand on se fait agresser, il faut faire tout ce qu'on peut pour éviter
d'aller dans l'action, dans la bagarre. Réagir que si on n'a pas le choix, et uniquement pour faire stopper l'agression au moment précis où elle a lieu. Par exemple, s'il me met une gifle et qu'il s'en va, je ne peux pas lui courir derrière et lui mettre un coup de pied. C'est pas bon. Il faut que je réagisse de façon à stopper l'agression. Et que ce soit proportionné, bien sûr. S'il me met une gifle, je lui mets un coup de couteau, c'est pas bon. Voilà, donc en fait, c'est pour ça que tout cet entraînement préparatoire permet de maîtriser, parce que sous le coup du stress, on peut quelquefois faire des gestes qui sont, qui sont pas intentionnels, c'est impulsif quasiment. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est la difficulté. Hein. Mais c'est ce qu'on demande aux policiers aussi, de réagir aux policiers, pareil. Avec sang-froid lorsque l'émotion est en jeu. C'est pas simple. C'est pas simple. Nous sommes des êtres effectivement sensibles, dotés d'émotions. Effectivement, face à une agression, il faut donc c'est cet entraînement-là qui va permettre de maîtriser ces aspects. Merci pour ces précisions. Alors donc effectivement, la légitime défense, il faut que la défense doit être nécessaire, concomitante, proportionnée. Ça fait partie des choses que vous avez évoquées. Et c'est important effectivement que dans le cursus de formation du pratiquant, eh bien ces éléments-là soient enseignés et préparés par l'entraînement en mise en situation. Alors, pour cela, toujours dans le cursus du monitorat, puisqu'on parle aussi du monitorat, il y a cette initiation à la physiologie et à la traumatologie, parce que eh bien, le Krav Maga va s'adresser à des personnes qui ne sont pas forcément des sportifs de haut niveau. On va avoir des personnes de tout âge, de tout sexe, même des enfants, puisqu'il y a des enfants qui pratiquent le Krav Maga. Alors, comment est-ce que vous abordez cette notion physiologie et traumatologique ? Ça reste des notions assez simples. L'essentiel, c'est de comprendre comment le corps humain fonctionne, en gros, pendant l'effort. Donc, il faut le préparer à l'effort progressivement, etc. Donc, ce sont des notions simples, mais très importantes. Et aussi, comment réagir en cas de blessure. Voilà, donc essentiellement, il s'agit de ça. Donc, il y a quelques éléments, donc la pratique méthode de self-défense qui doit être simple, etc. Ça vous le rappelez. Je vais passer à la diapo suivante, qui effectivement montre comment est-ce que donc, ces notions de physiologie sont abordées avec les exercices physiques, les besoins physiologiques et l'adaptation. Oui, donc dans le cursus pédagogique, en fait, le cours est construit de façon à respecter ces notions-là, justement. Donc on fait un échauffement très très progressif avec 3 phases. Et puis ensuite de plus en plus intense pour préparer les gens à l'effort, qui est, en Krav Maga, sont des efforts explosifs. Donc il faut habituer le corps à bouger très très vite et à récupérer rapidement. Voilà. Donc l'entraînement, vous avez pour cela effectivement une diapo qui est très représentative de la façon dont se déroule un entraînement type. Voilà, tout à fait. Donc on commence avec l'échauffement, la partie bleue en haut à droite. Donc on a même un pré-échauffement au départ. Ensuite, on a l'échauffement, donc où ça va être de plus en plus intense, et la mise en condition avec des exercices pour développer les capacités physiques, le cardio et un peu les muscles. C'est important d'être solide pour utiliser de la vitesse et aussi pour encaisser des coups quand ça arrive. Ensuite, on a le sujet du cours, donc, où là, les gens vont apprendre de nouvelles techniques. On a une dynamisation, une redynamisation ensuite pour permettre de raccrocher la concentration. Parce que dans le sujet du cours, en général, c'est plus calme et les gens vont réfléchir, ils vont mettre en place des nouvelles techniques qu'ils apprennent. Donc on repasse sur une redynamisation pour ramener de la concentration. On le fait beaucoup en stage aussi. Ensuite, après, on a soit une partie combat, ou un autre sujet du cours, on leur apprend une nouvelle technique. Voilà, bon, tout ça, évidemment, c'est adapté, mais vous avez pour cela développé, et je sais que vous y attachez une attention tout à fait particulière, une pédagogie de l'enseignement du Krav Maga. Donc, cette partie pédagogique, pourquoi est-ce que vous considérez que cette pédagogie est aussi importante ? Alors, IMI, ça vient de IMI aussi. IMI était novateur dans cette approche, parce que le Krav Maga doit être efficace, bien sûr, sur le terrain, en cas d'agression, mais pas seulement. Il faut aussi qu'on retrouve une efficacité. C'est important d'enseigner vite et bien. Donc, on retrouve l'efficacité dans l'enseignement aussi. Et pour ça, on va utiliser différents outils pédagogiques.
IMI, par exemple, était novateur dans l'utilisation d'un outil qu'on appelle l'effet miroir. Donc, ça veut dire que l'instructeur, quand il enseigne, il reste toujours face à ses élèves. Par exemple, s'il est debout, il veut leur enseigner le coup de poing direct depuis une position neutre en utilisant la main droite. Face à eux, il va leur demander d'utiliser la main droite, donc, mais lui, il va utiliser son bras gauche, comme face à un miroir, en fait. Voilà, il ne va pas croiser, vous voyez. Et ça permet, c'est plus dur pour l'instructeur, mais par contre, ça facilite, pour l'ensemble des gens, ça facilite l'apprentissage. Parce qu'on le démontre, d'ailleurs, en faisant des exercices pendant le cours pédagogique, c'est beaucoup plus facile de recopier quelqu'un en effet miroir, plutôt que de croiser l'information. Oui. Et ça, je ne sais pas si ça se fait aujourd'hui dans les arts martiaux. Moi qui venais d'autres arts martiaux, avant, ça ne se faisait pas. C'est-à-dire que l'instructeur, souvent, il était en garde contraire, ou il se tournait encore pire dos aux élèves. Donc, dans ce cas-là, on ne voit pas ce que font les élèves, on ne peut pas les corriger. Vous voyez. Donc ça, c'est une notion sur laquelle on insiste beaucoup. Et un instructeur chez nous qui n'a pas compris, en formation, qui n'a pas compris, qui n'arrive pas à faire l'effet miroir, il ne peut pas obtenir son DIF. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment une compétence particulière qu'il faut travailler. C'est pas forcément oui, il faut l'apprendre. Facile de se non, mettre en... Pour l'instructeur, au début, c'est pas... Oui, quand on parle de droite, c'est la gauche pour les étudiants, voilà. Et donc c'est pour les pratiquants. Si je leur dis, par exemple, mettez-vous en garde, jambe gauche devant, moi, je me mets en garde, jambe droite devant. Si je leur dis, on donne un direct du droit, moi, ça sera un direct du gauche. Donc il faut apprendre cette gymnastique. Mais vraiment, il y a des résultats, c'est beaucoup plus facile. On gagne du temps sur l'apprentissage. Alors, vous parlez là, on voit dans la diapo, amener à la compétence inconsciente. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, au départ, vous voyez, quand un élève arrive, mais ça c'est le cas pour tout le monde dans n'importe quel apprentissage, quand on apprend un nouveau sujet, on ne sait pas qu'on ne sait pas le faire. Donc l'élève arrive, il voit le prof démontrer une technique, il fait « c'est génial », il est hyper motivé. Et donc, il a envie de faire la même chose. Donc, il va reproduire, mais il ne sait pas qu'il ne sait pas le faire. Il va le faire un peu n'importe comment, il ne voit pas toutes ses erreurs. Ensuite, il va falloir qu'il travaille lentement. Pour ça, on va travailler lentement. Il se rend compte qu'il n'arrive pas à faire tout ce qu'on lui demande. Okay. À force de répétition, il se rend compte qu'il arrive à le faire, mais il est obligé d'être attentif. Il prend son temps, il va lentement. Ah oui, là, sur le crochet, il faut que je lève le coude, je mette mon poing de cette façon, etc. Et là, il le répète, il a compris, donc il le répète ce mouvement plusieurs fois, etc. Et à force de le répéter, ça devient naturel. C'est-à-dire qu'en fait, le corps a compris, il est capable de le restituer sans réfléchir. Et ça, c'est l'objectif, d'arriver à la compétence inconsciente. Donc on part de incompétence inconsciente et on arrive à compétence inconsciente. Donc c'est le but, c'est que la technique soit ancrée dans le corps. Oui, parce que effectivement, on est dans le domaine de l'expérience corporelle. Ça, c'est donc avec Éric Lacroix. Je sais que vous avez reçu la première fois. Oui. Effectivement, elle a fait toute une série que je vous engage d'ailleurs à regarder cette série d'Éric Lacroix sur l'expérience corporelle et l'expérience mentale. Les choses se programment quasiment dans le corps. Il faut les répéter. C'est pour ça que vous parliez de les répéter lentement, pour que petit à petit les choses, l'apprentissage se fasse et que la compétence se construise avec le temps. Exactement. C'est une question. En fait, Bruce Lee disait d'ailleurs, je ne redoute pas un adversaire qui connaît 10 000 techniques, je redoute un adversaire qui connaît une technique mais qui l'a répétée 10 000 fois. Ouais. En fait, c'est vraiment la répétition qui va faire qu'on s'approprie les techniques. Et le Krav Maga est basé sur ça, c'est-à-dire que c'est une méthode très simple et on va énormément répéter pour que ça devienne... c'est déjà construit sur les réflexes, mais pour que ça devienne vraiment facile et naturel. Voilà, donc donc c'est vrai que là, du coup, ça renvoie aussi aux questions des neurosciences, et je sais que vous avez eu l'occasion d'évoquer ces sujets-là aussi avec Éric Lacroix. Alors, vous avez donc, on voit l'instructeur, donc on l'a vu, il a un certain rôle. Vous avez des outils pédagogiques et l'organisation du cours, on l'a évoqué un peu, mais peut-être qu'on peut revenir dessus de façon un peu plus détaillée. Oui. Alors oui, dans les outils pédagogiques, par exemple, ce qui est très important, c'est... moi, ce que je trouve admirable dans ce qu'a construit IMI, c'est qu'en somme, quand on va montrer une nouvelle technique, et là où c'était novateur aussi le Krav Maga quand c'est arrivé par rapport aux autres arts martiaux, c'est qu'on est tout de suite dans l'action. Donc, par exemple, si je montre une technique de défense sur un étranglement, je vais commencer, je vais appeler un partenaire, et je vais lui demander de m'étrangler très vite, très fort.
et je vais faire ma défense. Bien sûr, je vais faire attention à mon partenaire de ne pas le blesser et je vais aller très vite, très fort. En fait, on ne rentre pas dans le discours tout de suite, on rentre d'abord dans l'action. Pourquoi ? Parce que les gens vont voir le résultat final et l'idée là, c'est qu'ils soient motivés, c'est qu'ils fassent « waouh ». Okay, donc on ne va pas commencer par parler ce qui est ennuyeux, ce qui endort un peu les gens et ce qui baisse un peu l'énergie. On va tout de suite démarrer par l'action sous des angles différents. C'est ce qu'on appelle Starsky et Hutch, parce que oui. Starsky et Hutch, la série, ça arrivait, ça bougeait dans tous les sens de la musique. Donc en fait, on commence par démarrer dans l'action avec des angles différents. Donc les gens là, ils voient. Ensuite, on va garder notre partenaire, on va expliquer les choses. Donc ils entendent. Alors on dit ok, voilà, donc il m'étrangle, je vais faire ci, je vais faire ça, nanana, attention à la sécurité, etc. On décompose. Voilà, on décompose. Et enfin, on le fait avec eux. Donc ils ont vu, ils ont entendu, et ensuite, face à nous, l'effet miroir dont on parlait tout à l'heure, on le fait ensemble. Allez, 1, 2, 3, on leur montre les exercices, et là, ils le font ensemble. Et ça, c'est décomposé par étapes. Donc ensuite, ils travaillent en binôme, et là, ils ont eu tous les canaux sensoriels, en fait, activés. Et donc, ça simplifie considérablement aussi l'acquisition de l'information, de la technique. D'autant que si vous présentez effectivement cette technique avec un effet réaliste, ça joue sur la motivation et aussi sur la compréhension de l'efficacité de la technique. Mais ça, c'est énorme, parce que quelqu'un qui est motivé va apprendre beaucoup plus facilement. Beaucoup plus facilement. Bah oui. Oui. Donc, on a une diapo pendant la PEDA qu'on montre, où quand on parle de l'effet Starsky et Hutch, on voit des gens qui sont comme ça. Mais c'est vraiment ce qu'on cherche, c'est qu'ils fassent « Waouh !» Ils ont envie de faire la même chose. Du coup, ils sont super motivés. Et donc l'apprentissage est facilité. Voilà, toujours ce levier de la motivation pour améliorer finalement, et donc d'où l'intérêt de cette approche pédagogique. Alors on a ici une dernière diapo qui parle de la structure d'un cours et qui résume les points importants qui ont finalement été évoqués pour ce parcours du monitorat et de comment à un moment donné, une fois moniteur, on organise un cours. Tout à fait, donc là un cours typique chez nous c'est à 1h15, ça peut être 1h, 1h30 voire plus. Et donc on voit les 3 premiers points, concernent l'échauffement, donc prééchauffement, échauffement, mise en condition physique dont j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite le sujet du cours, donc où on apprend la nouvelle technique avec les différentes étapes dont j'ai parlé, Starsky et Hutch, l'effet miroir, etc. Ensuite la redynamisation pour remotiver, une révision d'une technique vue précédemment ou de 2. Et enfin le retour au calme, parce que comme on a sollicité beaucoup le système nerveux, parce que c'est explosif, c'est important de ramener un état de fonctionnement normal, on va dire quotidien, donc avec des étirements ou de la relaxation ou de la visualisation, des exercices de respiration, voilà. Bien, écoutez, tout un programme. Je pense que c'est vraiment une occasion unique de pouvoir aborder un petit peu l'envers du décor, les coulisses d'une fédération, de comment on forme les instructeurs de cette fédération, de comment on les amène à devenir des bons moniteurs avec les principes. C'est-à-dire que lorsqu'on change et lorsque l'on est, par exemple, invité dans un club qui est un autre club de la fédération, on va retrouver la même structure, la même pédagogie. Exactement, ça on y tient beaucoup. C'est ce qui fait l'intérêt aussi de la fédération, donc l'organisation des examens, la formation des instructeurs, etc. Et un pratiquant de Krav Maga à la FEKM peut pousser n'importe quelle porte. D'ailleurs, il peut aller s'entraîner dans d'autres clubs s'il le désire. Avec sa licence, il sera toujours bien reçu et le bienvenu. Et il va retrouver exactement les mêmes techniques et les mêmes pédagogies. Après, il y a des instructeurs différents, des sensibilités différentes, des façons d'exprimer la discipline qui sont un peu différentes, mais en termes de pédagogie et de technique, on va retrouver les mêmes choses. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Steve Schmidt. Bon stage fédéral pour la région Réunion. Merci beaucoup d'être venu donc à la Réunion pour animer un stage de ce niveau-là. Et puis, à très bientôt pour une prochaine causerie. Avec plaisir. Merci beaucoup pour votre accueil et puis pour l'accueil à la Réunion aussi. C'est toujours un plaisir d'être là. Merci. Au revoir.